Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on a un vif débat entre analystes du secteur pétrolier. On a ceux qui nous disent que les prix du pétrole vont rester durablement bas. Et puis, on trouve ceux qui pensent que les cours vont remonter. Vous vous rangez dans cette dernière catégorie. Mais pour la clarté de cette émission, et avant que vous ne développiez vos arguments, j'aimerais qu'on revienne sur ceux de l'autre camp. Alors, je vais tenter de les résumer et puis vous allez corriger si je me trompe. De leur point de vue, les coûts d'extraction du pétrole de schiste ont tellement baissé que l'offre de pétrole de schiste va augmenter considérablement et exercer une pression déflationniste sur un marché où l'offre est déjà suffisante pour répondre à la demande. C'est bien ça? C'est très bien résumé. Effectivement, on est dans cette idée-là. Les pétroliers de schiste nous expliquent que les progrès technologiques ont permis, et c'est vrai sur un certain nombre de points, à partir d'un même puits de forer dans plusieurs directions, donc de multiplier la production de pétrole à partir d'un même forage, ce qui fait forcément baisser les coûts, que l'évolution aussi du big data, des nouvelles technologies permet de gagner énormément en productivité. Alors il y a une part de vrai. Nous, on pense qu'il y a quand même aussi une grosse part qui vient d'autres facteurs. On en reparlera plus tard. Alors, oui, en effet, on verra ça dans la seconde partie de l'émission. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur l'argument du rapport offre-demande. Vous réfutez un peu l'argumentation donc des tenants des cours durablement bas en disant que le marché se focalise trop sur le marché américain et qu'il ne regarde pas ce qui se passe dans le reste du monde. Oui, c'est exactement ça. En réalité, le problème qu'on a, c'est un problème de disponibilité des informations. Quand vous regardez le marché américain, ce marché est très bien organisé, donc a l'avantage de proposer des statistiques et des informations extrêmement régulières et extrêmement précises sur son propre marché pétrolier. Donc c'est un peu la facilité. On va chercher l'info là où elle se trouve facilement. La facilité, vous prenez l'information qui est disponible. Et l'avantage de l'Agence américaine à l'énergie, c'est qu'elle publie toutes les semaines, le mercredi, les statistiques sur les stocks aux États-Unis. Donc ce chiffre est disponible. Dans les autres pays de l'OCDE, vous avez des informations disponibles, mais ces informations sont disponibles de façon plus espacée. Donc vous vous reposez sur les informations dont vous disposez le plus. Donc on a une vision biaisée. On se dit les stocks aux États-Unis ils sont élevés, donc on regarde 100%, effectivement pas 100%, mais on regarde énormément les chiffres américains des stocks, et les stocks aux États-Unis diminuent, mais diminuent doucement. C'est logique. Et le marché n'y fait pas assez attention et effectivement ne regarde pas assez ce qui se passe à côté. Il y a une deuxième statistique qui est disponible très facilement, qui est publiée tous les vendredis par une société qui s'appelle Baker Hughes. C'est le nombre de foreuses en activité. Et donc les gens regardent ça et se disent plus il y a de foreuses en activité, plus on va créer de pétrole. Or une foreuse, ça fait quoi? Ça fait un trou. Mais une fois que vous avez fait ce trou, si vous ne mettez pas une équipe pour organiser la fracturation hydraulique du puits, le puits ne donne pas de pétrole. Là, on parle de gaz de schiste, de pétrole de schiste. De pétrole de schiste, effectivement, aux États-Unis. Et donc, il y a toutes ces nuances à faire qui, aujourd'hui, ne sont pas faites. Peut-être, comme l'a évoqué il n'y a pas longtemps le Wall Street Journal, à cause du développement du trading algorithmique, par exemple, qui, lui, ne peut intégrer que des données chiffrées et ne voit pas forcément ces éléments qui sont en nuance. Alors, on parlait des stocks américains. Ailleurs dans le monde, ils chute considérablement. Je crois que les stocks flottants iraniens ont été divisés par 4 dans un laps de temps assez court. Oui, c'est important de le noter. Alors, considérablement, pas encore, mais ce qu'il faut comprendre, c'est la dynamique des stocks de pétrole. En réalité, quand vous extrayez du pétrole, ça n'a pas de sens pour un pays producteur de le garder à proximité du lieu de production. Donc, ces stocks ont tendance à migrer vers les lieux de consommation, c'est-à-dire proches des grands pôles de raffinage, notamment. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'ils migrent vers l'Asie, vers l'Europe, et vers les États-Unis. Aux États-Unis, vous avez en plus une production qui est en train d'augmenter à cause du développement des pétroles de schiste, donc vous avez des stocks qui augmentent encore plus. Simplement, quand on commence à vouloir vider ces stocks, ils vont se vider un peu dans le même ordre, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à se vider plutôt en Asie avant de se vider en Europe, pour finir par se vider aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on se focalise sur le pôle où les stocks diminueront en dernier. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais on a une dynamique qui est engagée. On a une dynamique qui est engagée. On a effectivement des stocks qui ont beaucoup baissé en Iran. On a des stocks qui ont baissé au Japon, même si tout dernièrement, ils ont remonté un petit peu, mais à la marge. Et même aux États-Unis, les stocks ont globalement un peu baissé depuis le début de l'année. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'offre est inférieure à la demande? Ou c'est trop tôt? Aujourd'hui, pour nous, l'offre est pratiquement à l'équilibre avec la demande. Dans la deuxième partie d'année, elle va passer en dessous de la demande. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on a une consommation
les consommations qu'on a au premier et au deuxième trimestre sont des consommations qui sont les plus faibles, entre guillemets, sur l'ensemble de l'année. Oui, c'est un peu paradoxal parce qu'on est plutôt dans des mois froids. C'est ça. Alors ça peut nous paraître paradoxal à nous. Alors en plus, on a eu un élément qui a compliqué le sujet cette année et la tâche de l'OPEP dans son idée de réduire les stocks, c'est qu'on a eu un hiver plutôt doux, notamment aux États-Unis, ce qui a diminué la consommation de produits énergétiques. Mais globalement, dans la deuxième partie d'année, ce qu'on ne voit pas, c'est que d'abord, il y a les départs en vacances, et notamment aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la Summer Driving Season. C'est la période où le plus d'Américains concentrent ses vacances, et donc il y a beaucoup plus de consommation d'essence pour les grands trajets en voiture. Et puis, dans le même temps, il fait très chaud dans les pays du Moyen-Orient. Donc on climatise beaucoup. Et donc on climatise beaucoup. Et donc ça consomme des énergies fossiles également. Donc la deuxième partie de l'année, on consomme quand même entre 1 500 000 et 2 millions de barils par jour de plus que pendant la première partie d'année. Sachant que la consommation mondiale de pétrole, c'est à peu près 97 millions de barils par jour. Alors vous nous avez apporté un graphique qui provient de l'Agence internationale de l'énergie et qui met en parallèle la demande et l'offre de pétrole. Et ce qui est intéressant, c'est donc il y a une partie qui est une projection, on le voit jusqu'à 2018, mais on voit bien en effet qu'on a un croisement et que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la demande est supérieure à l'offre, ou va l'être dans les prochains mois. Exactement. Alors en fait, ça aurait même dû peut-être arriver un peu avant, mais on a eu un phénomène un peu technique, là aussi que les investisseurs n'ont pas assez regardé. C'est que avant la mise en place de l'accord qui a été signé entre l'OPEP et certains pays hors OPEP pour réduire la production d'1 800 000 barils, les pays de l'OPEP ont essayé de vendre un maximum de pétrole. Alors il faut comprendre que quand vous chargez un bateau au Moyen-Orient le 31 décembre, ce bateau, il va mettre en gros 60 jours pour arriver à destination. Donc en fait, les stocks vont continuer à augmenter au moins jusqu'à la fin du mois de février ou début du mois de mars. Et donc c'est là que le marché a regardé les stocks, a dit mais mince, les stocks ne diminuent pas. Mais en fait, c'était normal, voilà, parce que cet effet était décalé. Et de même que quand l'OPEP va arrêter ses réductions, l'arrêt des réductions ne se fera ressentir qu'a posteriori avec un décalage. Donc on a plein de paramètres techniques qui compliquent la lisibilité finalement Exactement. De l'évolution et de la tendance. J'aimerais qu'on passe au pétrole de schiste parce que le temps file. Donc, vous dites qu'il y a une erreur sur le point mort du pétrole de schiste. Parce qu'aujourd'hui, le discours dominant, c'est de prêter aux producteurs de pétrole de schiste un abaissement sensible de leur point mort, ce qui les rend rentables, et donc leur donne la possibilité d'inonder le marché avec les hydrocarbures de schiste. Et vous vous dites, ce point mort, il est beaucoup plus élevé que celui affiché. Alors, ce n'est pas exactement ce que je dis. En fait, le point mort des pétroles de schiste, aujourd'hui, il est bien au niveau où il nous l'annonce. Alors après, il faut aussi il est aux alentours de... Alors, on évoque globalement le chiffre de 40-45 $ le baril. C'est bien ça, c'est bien ça. Mais en réalité, la question c'est est-ce que ce point mort va rester à ce niveau-là? Et notre argument chez Ophi Asset Management, c'est de dire que non, le point mort ne restera pas à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, une grosse partie des gains de productivité qui sont annoncés par les pétroles de schiste ne sont pas des gains de productivité. Il n'y a pas que moi qui le dis, le patron de Schlumberger l'a dit aussi. Pour lui, 70% en réalité des gains de productivité annoncés par les shales sont en fait... Les shales, c'est le pétrole de schiste. Pardon, les pétroliers de schiste, oui. Ce sont en fait des gains sur les renégociations des coûts des services. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu de moins en moins d'activité dans le secteur pétrolier aux États-Unis. Les compagnies de services ont commencé à licencier. Et puis, à ce moment-là, les compagnies de pétrole, productrices de pétrole, leur ont dit écoutez, si vous voulez continuer à travailler avec nous, il va falloir que vous abaissiez vos prix, sinon on ne pourra pas continuer. Moralité, on avait grosso modo un prix de revient, un prix d'équilibre des pétroles de schiste qui était aux alentours de 80 $ avant la forte baisse du pétrole à partir de 2014. Et aujourd'hui, ce prix est redescendu à 40 $. Mais ce n'est pas uniquement quelque chose qui est lié au pétrole de schiste. Quand on regarde les chiffres plus globalement, si vous regardez également les chiffres des grandes compagnies pétrolières, avant la baisse de 2014, les grandes compagnies pétrolières avaient grosso modo un prix d'équilibre à 80 $, et aujourd'hui, elles ont grosso modo un prix d'équilibre à 40 $. Donc une grosse partie de ces gains, en fait, a profité, la courbe de prix a profité à tout le monde. Elle s'est décalée pour l'ensemble des acteurs. Et donc aujourd'hui,
Quand les prix des services vont revenir parce qu'on a besoin de plus en plus de monde, en plus on a du mal à embaucher aux États-Unis parce qu'on a un taux de chômage qui a beaucoup baissé. Oui, vous me donniez un exemple en préparant cette émission. On ne trouve plus de chauffeurs de camions-citernes à moins de 85 000 $ l'an. C'est ça, aujourd'hui on leur propose des salaires comme ça pour arriver à les faire venir. Mais il faut comprendre aussi, Vincent, vous travailliez dans le pétrole il y a 2 ans. On vous a licencié parce qu'il n'y avait plus d'activité. Et là, aujourd'hui, vous avez retrouvé un travail, puisque le taux de chômage aux États-Unis est de 4,3%. Donc, on est tout proche du plein emploi. On vous dit, reviens travailler avec nous, on va te proposer un bon salaire. Vous hésitez quand même, vous vous dites, ok, j'y retourne, mais si j'y retourne, la production de pétrole de schiste va augmenter. Si la production de pétrole de schiste augmente, les prix du pétrole vont baisser, et donc on va me relicencier. Donc vous préférez la sécurité de votre emploi, et il va falloir proposer des salaires nettement plus élevés, ce qui fera augmenter le coût de revient. Donc on va avoir une inflation très sensible des coûts d'extraction du pétrole, enfin des coûts associés à l'exploitation du pétrole de schiste. Tout à fait, ça a déjà commencé. Un seul exemple, le sable. Quand vous extrayez du pétrole de schiste, il faut injecter du sable avec de l'eau. Pour fracturer un puits de pétrole dans le bassin permien, qui est le bassin aujourd'hui le plus prolifique aux États-Unis, l'année dernière, il fallait 350 000 $ de sable sur une année. Cette année, on estime que ça coûtera pour le même puits entre 800 000 et 1 million de $. Ah oui, donc c'est une inflation colossale. Considérable. Vous nous avez apporté aussi un autre graphique, Benjamin, et j'aimerais que vous le commentiez, c'est la production par puits dans les 3 principaux bassins d'hydrocarbures de schiste américains. Oui. C'est important parce qu'en réalité, un des autres débats en fait, qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, dans les gains de productivité qui sont annoncés, il y a une part qui vient d'un phénomène assez simple. C'est que quand vous avez beaucoup de puits de pétrole, tous les puits de pétrole ne donnent pas autant de pétrole les uns que les autres. Si d'un seul coup l'activité se réduit, vous allez forer moins de puits de pétrole. Et où est-ce que vous allez les forer ? Comme vous êtes logique, vous allez les forer à l'endroit où vous avez la chance de trouver le plus de pétrole. Bien sûr. Vous allez forer ce qu'on appelle les sweet spots, les endroits où il y a le plus de pétrole à exploiter. Plus le prix va remonter, plus vous allez étendre votre activité, plus vous allez aller chercher des puits dont la rentabilité à l'unité est moins élevée. Donc vous allez faire baisser votre productivité globale. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Exactement. Au niveau des 3 principaux bassins donc, de pétrole de schiste américains. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. J'aimerais qu'on revienne à la demande et à l'offre. Parce que, on voit bien que le pétrole de schiste ne sera pas forcément un substitut ou va compenser forcément la baisse de la production classique. Mais on a d'autres énergies, les énergies renouvelables aussi, qui peuvent prendre le relais. Oui, alors les énergies renouvelables prendront le relais, mais sur le long terme. L'Agence internationale de l'énergie fait une étude tous les ans, prospective sur longue période. Et dans cette étude, l'agence arrive à la conclusion qu'à horizon 2040, la consommation de pétrole continuera à augmenter. Donc il faudra arriver à trouver des nouvelles ressources. C'est important parce que Donc il n'y aura pas de baisse de la demande. Parce que ça aussi on l'entend. Aujourd'hui, les 3 principaux postes qui créent l'augmentation de la demande, enfin d'abord les principaux pays sont les pays émergents. Donc les pays émergents vont continuer à émerger. Alors après, ils peuvent décider de passer au tout renouvelable, mais c'est quand même relativement complexe à faire rapidement et avec les technologies dont on dispose aujourd'hui. Ensuite, les 3 postes principaux d'augmentation de la consommation, c'est la pétrochimie, l'aviation et le transport. Et en fait, pour ces 3 emplois-là, on a finalement peu de solutions de substitution. Quant au développement des énergies renouvelables, aujourd'hui, on essaye de les développer très largement, ce qui est très positif. Malgré tout, tous les ans, la consommation d'énergie augmente dans le monde. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, la création de nouvelles énergies par les énergies renouvelables correspond, bon an, mal an, à la hausse de la consommation annuelle. Donc il n'y a pas encore d'effet de substitution. Il faudrait aller encore plus vite. Vous voyez le pétrole augmenter jusqu'à combien ? À quel horizon ? Alors, c'est assez difficile parce qu'il faut à ce moment-là se projeter très loin et il se passe tellement de choses sur ces marchés que c'est un peu compliqué de jouer à cet exercice. Pour moi, une chose est certaine, la politique qui est en train de mener l'OPEP avec certains pays hors OPEP va fonctionner et donc pour nous, le prix du pétrole devrait se réduction de la production. Oui, la réduction de la production devrait jouer son rôle, faire baisser les stocks, le marché le reconnaître, et donc les prix, pour moi, se stabiliser autour de 60-65 $ d'ici la fin de l'année. Pourquoi ces niveaux-là ? Parce qu'en fait, on est juste en dessous le niveau que l'on considère comme le niveau vraiment important où les pétroliers de schiste pourront reprendre massivement leur production. On n'en a pas besoin pour l'instant, donc il faut qu'on se situe juste en dessous de ce niveau-là.
Après, l'année prochaine, la consommation va continuer à augmenter. Et puis, il va se passer quelque chose, Vincent, c'est qu'en fait, ces 2 dernières années, du fait de la baisse du pétrole, les grandes compagnies ont diminué très fortement leur investissement dans la recherche de nouvelles productions. Et donc, on sait que normalement, traditionnellement, un puits de pétrole donne du pétrole, mais tous les ans, il en donne un petit peu moins, grosso modo. C'est ce qu'on appelle le taux de déplétion. Voilà, le taux de déplétion. Ce taux de déplétion, il est d'à peu près 5% par an. Alors, ça ne paraît pas grand-chose, mais si vous mettez ça sur 10 ans, ça veut dire qu'en 10 ans, vous perdez 50% de la production mondiale. Il faut retrouver des puits. Il faut retrouver donc l'équivalent de l'Arabie Saoudite, plus les États-Unis, plus la Russie, plus l'Iran, plus l'Irak, tous les 10 ans. C'est colossal comme chantier. On a chiffré à peu près combien ça coûtait pour avoir un espoir d'arriver à faire ça. C'est l'OPEP qui l'a fait. Et l'idée, c'est qu'il faut investir à peu près 630 milliards de dollars par an. On en a investi 450 milliards en 2015 et moins de 400 milliards en 2016. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sûr, de façon mécanique, qu'à partir de 2020, la production de pétrole conventionnel va baisser. Et donc, à ce moment-là, c'est là qu'on peut trouver un équilibre qui va satisfaire au moins l'OPEP et les pétroles de schiste. Donc, ils se retrouveront presque à travailler ensemble. Pourquoi? Parce que c'est la production de pétrole conventionnel, donc des grands pétroliers, qui va baisser. Il va falloir trouver du pétrole rapidement. Seuls les pétroles de schiste peuvent le faire. Je rappelle, un puits de pétrole de schiste, on peut se mettre en production en 3 mois. Une plateforme pétrolière, il vous faut 5 à 7 ans. Donc, on aura besoin de pétrole vite. On ira chercher des pétroles de schiste. Et en fait, les pétroles de schiste prendront des parts de marché, non pas à l'OPEP, mais aux grandes compagnies pétrolières, ce qui ne gêne pas l'OPEP. Donc l'OPEP pourra maintenir sa part de marché, les pétroles de schiste développer la leur. Ça se fera probablement un petit peu au détriment des grandes compagnies pétrolières, mais elles sont déjà en train d'essayer d'imaginer la suite. Total investit notamment dans le photovoltaïque. On retient, parce que là on arrive à la conclusion, on retient tout de même votre premier objectif sur le pétrole, compte tenu de tous les éléments que vous nous avez donnés. 60-65 dollars à la fin de l'année et possiblement un pic entre 75 et 80 dollars en 2018. Benjamin, merci. Merci à vous.